Cette semaine, les marines russes, chinoises et iraniennes organisent des exercices conjoints dans le golfe d'Oman. Cette voie maritime, située près du golfe Persique, est cruciale pour le commerce. 1/5 de tout le pétrole échangé passe par le détroit d'Ormuz, situé à l'embouchure du golfe Persique. D'après ces trois pays, l'objectif principal de ces manœuvres est d'assurer la sécurité de l'activité économique maritime. Plus de 20 navires, dont des bateaux de combat et des hélicoptères, sont mobilisés. Plusieurs autres pays ont assisté en tant qu'observateurs à ces exercices. Kemo kemo muteta bilumbu, muteta yuma, mutata nzambi tamazulu, mulimo kongo batata na betu, abala yiseka yankaba, au nom puissant de notre roi, mfumu wetu, mbenali kinda ya nzambi, yisa yela Kongo, yina yisa ya Kongo, umalaki ma Kongo, umalaki mankembo, umalaki mayanda, umalaki mambala, qui revient libérer, rassembler et restaurer son peuple Limbala Isolélé, dispersé au-delà des fleuves d'Inkoussi et dispersé chez les Ngoï. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous révéler des secrets concernant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, parce que beaucoup de gens, avec tout ce qui se passe comme guerre au Moyen-Orient, se posent pas mal de questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout ce que nous vivons dans ces derniers temps ont été prophétisés dans la Bible? Si oui, alors qu'en est-il des prophéties? Beaucoup lisent la Bible, mais sans jamais rien comprendre. Beaucoup lisent la Bible, cherchent à comprendre, cherchent à voir l'interprétation, mais malheureusement, sans la présence de l'Esprit Saint, l'Esprit Congo, ils n'arrivent pas à déceler le secret renfermé dans ces livres que vous appelez la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, si vous êtes très spirituel, vous allez comprendre tout ce que nous allons vous révéler comme secret aujourd'hui. Mais malheureusement, si vous n'en êtes pas, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne comprendrez absolument rien. Alors déjà, pour être spirituel, il suffit juste d'observer les lois de Congo, ok, ce que vous appelez les lois de Moïse. Il faut les observer. Il faut le mettre en pratique, bien-aimés frères et sœurs. D'accord? Il faut observer les calendriers. On vous a révélé le calendrier divin. Ok? Il faut observer les nouvelles lunes. Il faut observer les sambas, que vous appelez le Shabbat. Ok? Et c'est comme ça que l'Esprit Congo va vous orienter, va vous révéler des secrets que les Ngoï ne peuvent pas comprendre, bien-aimés frères et sœurs. Alors, sans plus tarder, pour ne pas trop étendre la vidéo, nous allons entrer dans la profondeur pour vous révéler ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Alors, nous allons aujourd'hui vous révéler les différentes bêtes d'Apocalypse. L'Apocalypse, le chapitre 13, donc la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, parce que beaucoup ne comprennent pas, ils sont confondus à cause des religions. Hein. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui ne sont pas encore réveillés pensent que il va apparaître des... Voilà. Ils pensent que ces bêtes, ce sont des bêtes dans le sens proprement dit, c'est-à-dire ils vont voir des bêtes, des dragons, je sais pas moi, des bêtes apparaître dans le ciel, dans le nuage, ou descendre du ciel.
Ok, donc ça n'a rien à voir du tout avec ça, bien aimés frères et sœurs. Lorsque la Bible parle de bêtes, il s'agit des empires, il s'agit de nations, des empires, il s'agit de peuples. Alors d'ailleurs, on a écrit toute une rubrique là-dessus dans notre site internet www.malongukongo.com. D'ailleurs, je vous recommande d'aller lire. D'ailleurs, on va lire ça ensemble avec vous parce qu'on a vraiment, en tout cas, bien expliqué c'est-à-dire ces bêtes-là. Ok, on va aller dans le site. Donc, je suis là dans le site, bien aimés frères et sœurs. Alors, vous allez, si vous voulez en tout cas avoir accès à cette rubrique, vous venez sur la rubrique Actualité, vous allez cliquer sur la sous-rubrique Asie. Ok, c'est là où nous parlons de la bête qui monte de la terre. Donc, Asie Actualité. On va descendre. Alors, dans cette rubrique, nous avons parlé sur le supercontinent le supercontinent Eurasie, c'est-à-dire Europe, Asie. Et dans ces continents, ces continents abritent une bête maléfique. D'abord, il faut savoir que l'Eurasie, c'est la masse, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est cette masse qui forme l'ensemble de l'Europe et de l'Asie. Qui forment ensemble l'Europe et l'Asie, composée des continents européens et asiatiques. C'est ça qui donne le mot Eurasie. Séparée par les montagnes de l'Oural, situées en Russie, le fleuve Oural, la mer Noire et la mer Caspienne. Certains pays comme la Russie et la Turquie se trouvent sur les deux continents, et l'Europe et l'Asie. Alors, en effet, il faut savoir que le pays faisant partie de ces continents sont le pays de l'Europe de l'Est. Il y a aussi le pays du Moyen-Orient, le pays du Proche-Orient, le pays d'Asie, c'est-à-dire le pays d'Asie qui sont peuplés par la descendance de Japheth, c'est-à-dire un des fils de Noé, selon la table des nations, selon Tsafé Biloussi, le rouleau de la Genèse, le chapitre 10, le verset 1 à 5. Alors, il convient de noter que ces continents abritent une bête maléfique, une bête diabolique. Et nous assistons ces derniers temps de façon spectaculaire à la reconfiguration militaro-politico-économique du monde par cette bête qui change tout. Mais qui est alors cette bête qu'on retrouve aujourd'hui dans ces continents d'Eurasie? Alors, la réponse à cette interrogation, bien aimés frères et sœurs, se trouve dans le livre d'Apocalypse ou le livre de Révélation, le chapitre 13, le verset 11 à 19. En effet, l'apôtre Jean, ici, dans son livre et dans ses passages, rapporte les événements qui se dérouleront dans le dernier temps, c'est-à-dire de nos jours. Et parmi ces événements, l'apôtre Jean parle d'une deuxième bête. Parce que la première bête que l'apôtre Jean a vue, c'est dans Apocalypse, le chapitre 13, le verset 1er. Mais à partir du verset 11, là, il parle maintenant d'une deuxième bête qui monte de la terre. Et cette bête a deux cornes. C'est-à-dire, c'est un pays ou une région enclavée et qui n'a pas d'issue vers la mer. C'est pour ça qu'on dit il monte de la terre. Exerçant toute autorité, c'est-à-dire militaro-politico-économique, de la première bête en sa présence, opérant des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel, c'est-à-dire les armes, les bombes nucléaires, le missile supersonique et balistique. Alors, lorsque nous analysons minutieusement tous ces éléments que nous donne l'apôtre Jean, dans Apocalypse 13, 11, lorsque nous analysons minutieusement tous ces éléments que nous donne l'apôtre Jean, nous nous rendons compte que cette bête à deux cornes s'agit bel et bien de la Russie et de la Chine, qui sont les deux pôles de l'Eurasie. En d'autres termes, les deux cornes de cette bête représentent les présidents de la Russie et de la Chine. Alors, il convient de noter que c'est cette bête à deux cornes, Russie-Chine,
que le grand dragon rouge, Satan, le diable, a donné l'autorité, le pouvoir, afin d'animer l'image de la première bête à 10 cornes, mentionné dans Apocalypse, le chapitre 13, le verset 1er. Et cette première bête à 10 cornes, n'est rien d'autre que les États-Unis, plus l'Israël, plus l'Union européenne. Donc, le diable a donné l'autorité, le pouvoir à cette bête qui monte de la terre, afin d'animer l'image de la première bête à 10 cornes. Donc, Babylone, Édom, Babylone, les États-Unis, plus Israël, plus l'Union européenne. Et de faire en sorte que tout le monde reçoive la marque de la bête sur la main droite ou sur le front. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus. Il faut aller voir notre vidéo là où nous avions parlé sur la bête qui monte de la terre. On vous avait révélé qu'en réalité, cette bête qui monte de la terre, Russie-Chine, c'est cette bête qui va imposer la marque de la bête dans le monde entier. Ok? Donc, ils vont imposer la marque de la bête. Alors, pourtant, c'est eux, la Russie et la Chine, que Congo va utiliser et qui est déjà en train d'utiliser pour détruire la première bête à 10 cornes, États-Unis, plus Israël, plus Union européenne. Et par cela, les Bakongo, c'est-à-dire la maison de Juda, déportés, vont pouvoir effectuer l'exode. Mais il n'y a pas que le Bakongo déportés qui vont pouvoir effectuer le second exode, mais il y a aussi Isolélé, dispersés aux 4 vents de cieux, qui vont effectuer le second exode vers le continent africain qui sera un refuge pour Isolélé avant de revenir sur sa véritable terre d'Isolélé depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate. Alors, l'ours aux 3 rangées de dents, la Syrie, Médie, Perse, aujourd'hui Russie, Chine, Iran, ou le bélier à 2 cornes, Médie, Perse, aujourd'hui la Russie, la Chine, qui a détruit Babylone, parce que souvenez-vous, que c'est la Syrie, Médie, Perse ou Médie, Perse qui a détruit Babylone à l'époque de nos pères. Mais aujourd'hui, pourquoi nous disons que les États-Unis, plus l'Israël, plus l'Union européenne, c'est Babylone? Parce que justement, ils ont immortalisé le culte du dieu soleil, Tammuz, le culte babylonien. Même les Israéliens, ce sont des talmudiques, ils utilisent les Talmuds babyloniens. Donc toute leur civilisation tourne tout autour du dieu soleil. Leur calendrier, c'est un calendrier solaire, toujours cette divinité babylonienne. Et d'ailleurs même la Bible en parle, qui Édom, c'est Babylone. Ça, vous pouvez, je crois, lire ça dans le psaume 147. Non, pardon, 137, pardon. Dans le psaume 137, vous allez voir que Édom, ce n'est rien d'autre que Babylone. Donc, bien aimés frères et sœurs, l'ours aux 3 rangées de dents, donc Assyrie, Médie, Perse, aujourd'hui Russie, Chine, Iran, ou le bélier à 2 cornes, Médie, Perse, aujourd'hui Russie, Chine, qui a détruit Babylone à l'époque de nos pères, revient pour détruire Édom, Babylone. Aujourd'hui, Édom, Babylone, c'est-à-dire c'est les États-Unis, plus l'Israël, plus l'Union européenne. De la même manière que ça s'est passé à l'époque de nos pères, ça sera de la même manière aussi que ça va se passer dans notre époque, dans cette ère dont nous sommes entrés. Donc ce qui a été, bien aimés frères et sœurs, c'est ce qui se sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord? Donc, bien aimés frères et sœurs, et d'ailleurs même sur notre rubrique communauté, je vous encourage aussi d'aller lire nos rubriques. Nous avons fait aussi révéler pas mal de secrets. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs, encore endormis, qui croient encore à ces mensonges que ce peuple qui occupe aujourd'hui l'Israël, c'est le peuple élu des dieux, du génie créateur, de toutes choses, que c'est eux les Hébreux authentiques de la Bible. Ce sont eux ce peuple dont parle la Bible.
Au contraire, ça n'a rien du tout avec... Ils n'ont rien à voir du tout avec ce peuple dont parle la Bible, bien aimés frères et sœurs. Il faut se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Vous voyez ça? Parce que en 1948, pour ceux qui connaissent, ceux qui se souviennent encore, ce peuple qui occupe aujourd'hui l'Israël ont propagé dans le monde entier, en 1948, que ils ont raconté que voilà, ils accomplissaient la prophétie, ils accomplissaient la prophétie du second exode, mentionnée dans le livre de Jérémie 33. Mais il faut se poser des questions, parce que que nous disent les Saintes Écritures par rapport au second exode? Les Saintes Écritures nous disent que après le second exode, Isolélé, c'est-à-dire Israël, vivra en sécurité. Si réellement ce sont eux le peuple dont parle la Bible, comment est-ce possible que depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, ce peuple ne vive jamais en sécurité? Ils ne vivent pas en sécurité. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Est-ce le Créateur aurait menti? Non. Et d'ailleurs, on vient de voir tout récemment comment ils viennent de se faire frapper par l'Iran, par les Iraniens, et qui nous ont vanté, soi-disant, leur dôme de fer, ce dispositif qui est censé leur protéger contre toute attaque aérienne. Mais on a vu comment est-ce que ce dôme de fer s'est transformé en dôme de plastique. Ils sont vulnérables. Et le monde entier a vu comment est-ce que ces Israéliens sont vulnérables. Où est les dieux? Où est leur Dieu? Où est les dieux de ces soi-disant peuples élus qui occupent Israël? Si réellement ces dieux-là, ce sont eux le peuple élu de Dieu, alors que leur Dieu descend pour venir les sauver. Leur dôme ne les a pas sauvés. Leur dôme se transforme en dôme de plastique, Leur Dieu les a abandonnés. Et qui ont raconté au monde entier qu'ils sont le peuple élu dont parle la Bible, et qu'en 1948, ils accomplissaient la prophétie du second exode, mentionnée dans Jérémie 33, 14 à 16, 23, 1 à 8, Ézéchiel 38, 7 à 11, 38, 14. Or, les Saintes Écritures sont claires. Les Saintes Écritures nous disent clairement qu'après le second exode, Isolélé, c'est-à-dire Israël et Juda, seront rassemblés et vivront en sécurité dans leur pays. Maintenant, comment se fait-il que depuis 1948, tout ce temps-là, depuis qu'ils vivent là, qu'ils se sont installés là, ils ne vivent pas en sécurité? Les faits sont têtus, bien aimés frères et sœurs. Nous avons tous vu récemment comment ils se sont fait frapper par les Iraniens avec des missiles balistiques. Les Iraniens ont fait pleuvoir des missiles balistiques sur Israël, sur ce peuple israélien. Si ce peuple qui occupe aujourd'hui Israël est le véritable peuple élu du Créateur de toutes choses, de l'univers, pourquoi ne vivent-ils pas en sécurité? Est-ce que le Créateur aurait menti? La réponse est donc non. La réponse est non, bien aimés frères et sœurs. La réponse est donc non. Mais qu'est-ce qui se passe? Par contre, ce peuple qui occupe aujourd'hui Israël sont des imposteurs, des usurpateurs, des Khazars, Amalékites, Édomites. Voilà leur vraie identité. Ils se sont fait passer pour nous. Nous, les Benambala, Bena Isolélé, que vous appelez les Bantous par abus de langage. Ils n'ont donc rien à voir avec ce peuple lui dont parle la Bible. Le peuple lui dont parle la Bible est dispersé en Afrique Mbala, c'est-à-dire en Afrique Bantou par abus de langage, et ont des captifs aux Amériques. Donc nous assistons, bien aimés frères et sœurs, dans ces derniers temps, à la montée en puissance de la bête à deux cornes d'Apocalypse 13, 11, qui monte de la terre, qui est l'ours aux trois rangées de dents, Assyrie, Médie, Perse, ou le bélier à deux cornes, Médie, Perse, qui a détruit Babylone à l'époque de nos pères, qui revient encore
détruire cette fois-ci Edom, Babylone, qui est les États-Unis, plus Israël, plus l'Union européenne. De la même manière. Donc aujourd'hui, l'ours aux 3 rangées des dents est la Russie, Chine, Iran, où le bélier a des cornes et la Russie, Chine. Donc c'est cette nation Russie, Chine, Iran qui monte contre Babylone, États-Unis plus Israël plus Union européenne du septentrion, et va la réduire en désert. Ça c'est même, vous pouvez lire ça dans Jérémie, le chapitre 50. Donc la situation, pour ceux qui pensent que ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire entre Israël et l'Iran, ou même la Russie et l'Ukraine, va se terminer. Non, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes déjà dans l'ère apocalyptique. La situation va continuer à s'empirer. La destruction de Babylone, l'empire du mensonge, cet empire du mensonge, c'est-à-dire États-Unis plus Israël plus l'Union européenne, se rapproche à grande vitesse. D'où, préparez-vous. Nous devons nous préparer à fuir Babylone, la maison du méchant, la maison d'Édom, l'Occident collectif dégénéré. On a fait des vidéos là-dessus. On vous a prouvé, on vous a montré comment est-ce que Édom est en train de tout dépénaliser, de tout légaliser. La pédophilie, la zoophilie, etc., etc. Donc sortez du milieu d'elle, de ce peuple, de cette nation folle. Mon peuple. Car Édom, Babylone, est un peuple maudit. C'est un peuple maudit et un peuple voué à l'extermination. Ça, vous pouvez lire ça dans Tsafé Yilimaya, qui s'appelle le rouleau de Jérémie, le chapitre 50, le verset 6, Jérémie 51, 9, Jérémie 51, 45 et Apocalypse, le chapitre 18, le verset 4. Bien aimés frères et sœurs. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, quand vous voyez ces guerres, ne soyez pas frustrés. C'est que Congo détruit Édom, Babylone pour nous restaurer. Pour restaurer son peuple que nous sommes. Le Benambala, Bena Isolele, qui vous appelez le Bantou Parabi des langages. Ok? Car c'est nous ce peuple élu, dont parle la Toli, la Bible, les livres de la loi. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, la bête qui monte de la terre agit déjà. La Russie, la Chine et l'Iran, qui est cette bête qui monte de la terre, l'ours aux 3 rangées des dents, ou le bélier à des cornes, la bête à des cornes, agit déjà, est en pleine action, pendant que beaucoup rêvent, mais la bête d'Apocalypse est déjà en action, en pleine action. Et, bien aimés frères et sœurs, nous sommes entrés dans l'ère apocalyptique où la bête qui monte de la terre, cet axe qu'on appelle l'axe Russie, Chine, Iran, l'axe Russie, Chine, Iran est l'axe qui mettra fin à l'hégémonie de la première bête Israël, États-Unis plus Israël plus Union européenne. Donc nous avons ici 2 axes, 2 bêtes qui sont en pleine en conflit, en guerre. Il y a la première bête qui est en train de perdre son hégémonie, son pouvoir, sa puissance, devant la deuxième bête qui monte de la terre. Parce que la première bête monte de la mer. Donc, cette première bête qui monte de la mer, nous avons les États-Unis, plus l'Israël, plus l'Union européenne, qui n'arrivent pas à neutraliser, à détruire la deuxième bête qui monte de la terre, qui est l'axe Russie, Chine, Iran. Donc nous sommes là dans la pleine accomplissement de la prophétie. Donc ce que vous devez savoir, c'est que la première bête, c'est la fin de l'hégémonie de la première bête. C'est ce que vous devez savoir. C'est fini. Donc, l'Occident est en train de s'écrouler. Le monde occidental, ce monde-là que vous avez connu avant 2019, c'est fini, ça ne va plus revenir. C'est fini. Le Tsafiatoli, que vous appelez le livre de la loi, vous devez savoir que ce n'est pas n'importe quel livre, bien aimés frères et sœurs. C'est-à-dire,
le législateur Moïse, que vous appelez Moïse, donc le législateur Massa, Nabi Massa, nous a légué dans Deutéronome 33.4 le livre de la loi. Et ce livre n'est pas n'importe quel livre, c'est le plus puissant des livres. Il n'y a aucun livre qui contient des prophéties, hein, qui contient je dirais, des prophéties, des choses qui vont arriver des milliers d'années en avance. Il n'y a aucun livre aujourd'hui, à part l'Ensaf catholique, qui peut le faire, qui peut le révéler. Et ce livre nous appartient. On vous l'a prouvé à travers nos précédentes vidéos, que ce peuple qui parle l'hébreu se retrouve aujourd'hui au-delà des fleuves des couches, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et il y a des dispersés aux quatre vents des cieux et il y a des captifs aux Amériques. Nous sommes le peuple du livre. Nous devons assumer notre identité. Nous devons l'accepter, l'assumer. On n'a pas besoin de rejeter notre livre, comme beaucoup le font, beaucoup le pensent. Non. C'est un bijou, c'est un trésor, ces livres. Donc, ce livre n'est pas n'importe quel livre, bien aimé frères et sœurs. Ce n'est pas un livre de mathématiques, ce n'est pas un livre... Non. Ce sont plutôt les paroles du génie créateur Congo, qu'il a fait savoir seul, je dis bien seul, à son peuple, aujourd'hui dispersé en Afrique bantoue, que nous sommes, et nous témoignons dans ces derniers temps l'accomplissement des prophéties, d'où l'accomplissement de la bête à deux cornes, Russie-Chine, qui monte de la terre. Ok, selon Apocalypse 13:11, et derrière elle, donc derrière cette bête qui monte de la terre, la Russie-Chine, une multitude de grandes nations qui se joignent à elle pour monter contre Édom, Édom, Babylone, les États-Unis plus Israël plus l'Union européenne, le pays de septentrion, et s'en emparer, selon Jérémie 53:10. En effet, bien-aimés frères et sœurs, l'ours aux trois rangées des dents, qui est l'axe Russie, Chine, Iran, est le contrepoint des dents Babylone, États-Unis plus Israël plus Union européenne. Un axe que Yela Kabu Congo, le génie créateur puissant Congo, a suscité et utilise pour détruire Édom, Babylone. Mais la question qui se pose, qu'adviendra-t-il alors de cet axe Russie, Chine, Iran ou Russie, Chine, qui est la deuxième bête à deux cornes qui monte de la terre, selon Apocalypse 13:11. Qu'adviendra-t-il de cette bête? Va-t-il demeurer voulant en voulant, c'est-à-dire éternellement, après avoir détruit Édom, Babylone? La réponse à cette interrogation est donc non. Et ici, je vais vous révéler un secret, bien-aimés frères et sœurs. C'est que l'ours aux trois rangées des dents, qui est l'axe Russie, Chine, Iran, ou le bélier à deux cornes, ou la bête à deux cornes, qui est l'axe Russie, Chine, a pour prince, a pour chef la Russie. Or, la Russie, c'est Ngongo, que vous appelez Gog dans la Bible, qui est le prince ou le chef du Caucase, des Slaves, de l'Asie mineure, de l'Asie centrale, de l'Asie en général, bref, déjà fétite. Mais vous allez me poser la question, mais Nabi, mais comment ça? Comment c'est possible? Je vais vous expliquer, j'explique. Qui est Ngongo? Allons-y lire Ézéchiel, le chapitre 38, le verset 1 à 6, bien aimés frères et sœurs, et on va vous révéler plein de secrets aujourd'hui. Ok? Allons-y prendre Ézéchiel, le chapitre 38, donc ça fait un petit cahier là, le rouleau d'Ézéchiel, le chapitre 38,
On va commencer à partir du verset 1er. La parole de Yanda me fut adressée en ces mots. Benadi Muntu ou Bena Muntu, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince des roches, de Méchec, de Toubal, et prophétise contre lui. Verset 3, tu diras, ainsi parle Ndani Yanda, voici j'en veux à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Toubal. Verset 4, je t'entraînerai et je mettrai une bouche à tes mâchoires, je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant les grands et les petits boucliers, tous maniant l'épée. Et avec eux, c'est de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant les boucliers et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togorma, à l'extrémité du pays du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Si nous retournons au verset 2, bien aimés frères et sœurs, mais avant de continuer avec la version Strong, j'aimerais vous faire voir quelque chose, vous notifier de quelque chose, c'est que cette version-là, là où on dit c'est-à-dire fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince. Ici, normalement, c'est pas Roche, mais c'est vers le prince, le prince, le chef de Méchec, vers le prince, le chef de Méchec, de Toubal, et prophétise contre lui. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la version King James, qui est une des versions très anciennes, que je vous recommande d'ailleurs, parce qu'il faut toujours des fois vérifier. Vous verrez que ici, par exemple, on dit fils de l'homme dans Benadi Muntu, tourne ta face vers Gog, le pays des Magog. Vous voyez ici, on dit le chef des princes. Vous voyez ça? Ce n'est pas le prince comment dirais-je ce n'est pas le prince de Roche, mais c'est le chef de prince. Donc vous voyez que le chef de prince de Méchec et de Toubal prophétise contre lui. C'est la raison pour laquelle, si nous retournons ici dans la version Louis II, au lieu de traduire vers le prince des roches, ça sera vers le prince, virgule, le chef de Méchec, de Toubal, et prophétise contre lui. Alors, si nous retournons aux notes, nous avons dit ici que la Russie, c'est Ngongo. Pourquoi je dis ça? Alors, le mot Gog, si nous cliquons sur le mot Gog, on va essayer un peu de cliquer sur ce mot-là. Gog, en réalité, ce mot, on dit que, ça je le lis, c'est-à-dire en yiddish, comme c'est écrit. Après, on vous donne la bonne prononciation. Gog signifie montagne. Mais ce mot-là ne se prononce pas Gog. Ok? Ces mots-là, parce on vous a fait plusieurs vidéos, on vous a prouvé, avec des preuves irréfutables, que le paléo-hébreu, dans le paléo-mbala, est parlé qu'au-delà de fleuve d'un coup, c'est-à-dire en Afrique, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Nulle part ailleurs. Ok? Alors, ce mot-là, comment prononcer ce mot-là? Comment on opère prononcer ce mot-là? Ce mot-là, nos pères le prononcer, on va aller prendre notre dictionnaire Mbala Kikongo et on va vous révéler la bonne prononciation. Ces mots-là, nos pères le prononcer Ngongo. Et c'est la même définition, vous voyez. Ngongo veut dire montagne. C'est pas Gog, mais c'est Ngongo. On peut le lire avec soit la nasale ou sans la nasale. Donc on peut lire ça soit Gongo ou Ngongo. Ça veut dire, ça signifie montagne. Ok, montagne. Ensuite, on dit tourne ta face vers Ngongo, au pays. Le mot pays, vous savez déjà, on vous a déjà révélé ça. Il suffit juste d'aller dans notre rubrique communauté. Là, on a parlé sur les 4 éléments, donc le feu, l'eau, le vent et la terre. Ok? Et on vous a révélé que le mot c'est Lunti ou bien Nti, qui veut dire la région, la terre ou le pays. D'accord? Alors, Lunti, on va cliquer aussi sur le mot Magog. Alors, Magog, on va essayer un peu d'ouvrir cette fenêtre. Un instant. On
va essayer d'ouvrir cette fenêtre. Ok. Donc nous avons ici la concordance, c'est les 40, 31. Et vous voyez que l'origine du mot, on dit que ça vient toujours du mot ngongo. On va essayer un peu d'ouvrir ces petites fenêtres. Vous voyez, c'est toujours ngongo, le même mot qu'on vient de vous révéler. C'est ngongo qui veut dire montagne. Donc, qu'est-ce que vous comprenez par ici? Et on dit que Magog, ça c'est la traduction, la prononciation en yiddish. Ils disent que Magog veut dire quoi? Regardez. Ils disent que Magog veut dire une région montagneuse. Vous voyez ça? En réalité, quand on dit Magog, le ma que vous voyez là, le ma que vous voyez comme préfixe là, n'est rien d'autre que le préfixe du pluriel. La forme au pluriel. Donc quand on dit mango, en fait c'est mangongo, c'est comme ça que nos pères prononçaient ce mot-là. Mangongo veut dire ou signifie les montagnes, donc plusieurs montagnes. Les montagnes au pluriel. Mangongo. Donc ngongo, la montagne, mangongo, les montagnes. C'est pour ça que vous voyez qu'ici ils ont donné comme définition, ils disent que mangongo veut dire une région ou la région montagneuse, où il y a plusieurs, où il y a une chaîne de montagnes. D'accord? Alors, ça c'était la prononciation du mot Gog et Magog qu'on vient de vous révéler. Et on dit vers le prince de Roche, donc ça dit vers le prince, le chef de Méshek, Toubal, et prophétise contre lui. Mais ce que je voulais aussi vous faire, vous révéler, je voulais aussi vous révéler quelque chose, vous révéler un secret, bien aimés frères et sœurs. Retournons sur le mot Magog. Parce que quand on dit fils de l'homme, tourne ta face vers Ngongo, au pays de Magog, vers le prince. Donc ça veut dire que Ngongo est le prince, c'est le chef. Ok, qui, on va dire, qui règne dans une région. Et cette région ou ce pays ou ce territoire s'appelle le pays, la région ou le territoire de Mangongo. Maintenant, on va essayer de localiser ce pays de Mangongo ou cette région ou ce pays ou ce territoire de Mangongo se retrouve où aujourd'hui? Ok? Aujourd'hui, où peut-on retrouver ce territoire ou ce pays? C'est donc maintenant on va vous révéler. Alors, si nous cliquons sur le mot Mangongo, on va essayer un peu d'ouvrir cette fenêtre-là. Un instant, on va encore réouvrir ça. Et on va vous révéler les secrets. Voilà. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Regardez. La définition de Mangongo, on a dit que Mangongo veut dire quoi? La région entre... C'est la région montagneuse entre Cappadoce, Cappadoce et la Médie. Maintenant, on va aller chercher Cappadoce, c'est où? La Médie, c'est où? On va aller prendre... on va aller sur Wikipédia. Alors, la Cappadoce, c'est quoi, bien aimés frères et sœurs? C'est où? La Cappadoce n'est rien d'autre que la Turquie aujourd'hui. Vous voyez ça? On dit que la Cappadoce est une région historique de Turquie située au centre de celle-ci et à l'est de la péninsule anatolienne. Donc quand la Bible parle de Cappadoce, ce n'est rien d'autre que la Turquie actuelle. Et la Médie, on va aussi prendre la Médie, toujours sur Wikipédia. Alors la Médie c'est où? La Médie, on dit que la Médie est une région du nord-ouest de l'Iran. Donc la Médie n'est rien d'autre que le nord-ouest de l'Iran. C'est l'Iran actuel, aujourd'hui. Donc qu'est-ce que cela signifie? Donc si on essaie de regrouper tous ces éléments, ces informations, cela veut dire que la région, c'est-à-dire Mangongo, c'est la région montagneuse entre la Turquie et l'Iran, c'est-à-dire le nord-ouest de l'Iran. Or, bien aimés frères et sœurs, cette région montagneuse, c'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, on peut retrouver, c'est-à-dire, quelle est cette région montagneuse qu'on retrouve aujourd'hui entre la Turquie et l'Iran? Quelle est cette région montagneuse? C'est le Caucase, n'est-ce pas, bien aimés frères et sœurs? C'est le Caucase.
Et d'ailleurs, on va aller prendre la définition du mot Caucase. Regardez. Caucasien. Ok? Caucasien. Qu'est-ce que signifie caucasien? On dit originaire. Donc, caucasien, originaire du mot Caucase. Donc, caucasien vient du mot Caucase. Et Caucase signifie quoi? Région montagneuse à la frontière entre l'Europe et l'Asie. Vous voyez ça? Ce n'est pas tout. On va aussi aller prendre ce site internet WWF, c'est-à-dire c'est le World Wide Fund for Nature. Ok? C'est ça en sigle qui a donné WWF. Alors, si nous allons dans ce site, qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, vous voyez, c'est toujours la même chose. Le Caucase, c'est une très vaste région montagneuse. Mais cette région-là, regardez, là où c'est écrit zone, regardez. On dit que cette région-là, qu'on appelle le Caucase, qui est une région montagneuse, on dit que le Caucase couvre la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ainsi qu'une partie de la Russie, de la Turquie, souvenez-vous, la Cappadoce, on a dit que c'est la Turquie, et la Médie, c'est l'Iran. Donc on voit que parmi ces 6 pays, parce qu'il n'y a que 6 pays, hein, il n'y a que 6 pays qui couvrent cette région montagneuse qu'on appelle les Caucases ou Mangongo. Et parmi ces 6 pays, nous avons quoi? Nous avons la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Russie, la Turquie et l'Iran. Or, ces 2 pays, la Turquie et l'Iran, on les retrouve dans la Bible. On dit que c'est cette région-là c'est cette région montagneuse entre Cappadoce, c'est-à-dire Turquie, et la Médie, l'Iran. C'est cette région-là qu'on appelle Mangongo. Or, cette région-là, aujourd'hui, on ne l'appelle plus Mangongo, mais cette région-là, aujourd'hui, c'est-à-dire dans les cartes actuelles, on l'appelle le Caucase. Vous comprenez ça maintenant, bien aimé frères? Donc, ce que vous appelez le Caucase, c'est Mangongo dans la Bible. En réalité, le Caucase, ça, ce sont des terminologies, je dirais, édomites. Mais le nom biblique, ok, son nom originel, c'est Mangongo. Donc, pour dire Caucase, il faut dire Mangongo. D'accord? Et donc, si nous prenons même une carte, là, attendez, on va prendre une carte. Donc, vous voyez que nous sommes là. Vous voyez toute cette région-là où c'est écrit Grand Caucase. Donc, c'est entre la mer Noire et la mer Caspienne. Donc, toute cette région-là, que vous voyez, là où c'est écrit Grand Caucase, on peut voir la Fédération de Russie. Hein, il passe par la Fédération de Russie, donc la Russie. On voit la Géorgie. Hein, l'Azerbaïdjan, si nous descendons un tout petit peu, l'Azerbaïdjan. On voit donc Grand Caucase. Il y a aussi le Petit Caucase, donc l'Arménie, la Turquie. Et si nous descendons encore vers le bas, nous avons l'Iran. Donc on voit ces 6 pays-là. 1, 2, 3. Donc Iran, Arménie, Turquie, Azerbaïdjan, Géorgie et la Fédération de Russie, donc la Russie. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs. Donc, si nous retournons dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 38, si nous essayons maintenant de faire la bonne traduction, on va dire que Benamuntu, donc fils de l'homme, tourne ta face vers Ngongo, Mangongo, c'est-à-dire vers la région hein, du Caucase, dans la région c'est-à-dire Mangongo, c'est-à-dire vers la région du Caucase, vers le prince. Et le mot ici, prince, si nous cliquons, c'est Nati. Nati qui vient du verbe kunata, amener, apporter, ok? Et Nati qui est comme substantif. Nati qui veut dire celui qui porte, c'est-à-dire le guide, ok? Le guide, on va dire le guide, le dirigeant, c'est celui qui dirige en fait, quoi. Vous voyez ça? Donc, c'est ça qui a donné le mot prince. Donc, Nati, ok, le guide, le dirigeant. Hein? Et ici, nous avons le mot roche, mais ces mots-là ne se lit pas roche. Ok, mais ces mots-là, on va essayer un peu d'ouvrir
Non, on va laisser comme ça. Alors, roche. Ce mot-là, roche, veut dire tête, comme on peut voir ici comme définition. Tête. Ça veut dire aussi chef. Ça veut dire aussi, on va dire, le commencement, hein, c'est-à-dire le devant. Ça, on va chercher, voilà, il est là. Donc, ça veut dire aussi les devants. Roche aussi veut dire les devants. En fait, ces mots-là, nos pères ne les prononçaient pas roche. Mais ces mots-là ne se prononcer, on va aller prendre la bonne définition, la bonne prononciation. On va prendre d'abord la lueur. Ces mots-là se prononcent Lucy ou Lucé. Parce que vous devez savoir que le R et le L se confondent en paléombala. Donc le Resh et les Lamettes se confondent. On peut dire Roussé, Roussi ou Lucy, Lucé. Et dans le dictionnaire Mbala Kikongo, parce que souvenez-vous, dans les définitions, on dit que Lucé ou Lucy veut dire chef, les devants. Ok? Et si nous prenons notre dictionnaire Mbala Kikongo, vous allez voir que, bien aimés frères et sœurs, c'est exactement, c'est ça. Donc tout est clair et tout est vraiment, en tout cas, c'est irréfutable. Donc, loup, ça veut dire quoi? Regardez, loup, ça veut dire figure, visage, la face, donc ça dit la tête. Ça veut dire aussi quoi? Les devants. Ok? Le devant. C'est loucé. D'accord? Donc, ce mot-là se prononce loucé. Donc, si on continue avec la traduction, donc tourne ta face vers Ngongo, au pays du Mangongo, c'est-à-dire dans la région du Caucase, vers le prince, le chef de Méchec. Alors, qui est Méchec aujourd'hui? Hein? Parce que ce sont des nations. C'est ce que vous devez savoir. Méchec, Toubal, ce sont des nations. Mais aujourd'hui, quelles sont ces nations-là? C'est ce que nous allons maintenant vous révéler. Ok, bien aimés frères et sœurs. Alors, Méchec, on va aller prendre le livre du Juste, que vous appelez le livre... en fait, c'est parmi ce que vous appelez, soit disons, des livres apocryphes. On va aller prendre les livres du Juste. Ok, un instant. Livre du Juste. Le chapitre 10. Je suis dans le site godieu.com. Ok. Alors, le livre du Juste, c'est le chapitre 10, le verset 13. Non, le verset 14, pardon. Parce que vous devez savoir que dans d'autres versions, le mot Méchec, dans d'autres versions, on le lit, on écrit Moshok. Ok? Donc Moshok, Méchec, c'est la même chose. En fait, ça dépend des versions. Mais c'est en fait le même mot. Voilà. Méchec que vous avez dans la version Louis II, c'est les Moshok que vous avez dans la version, pardon, dans le livre du Juste. Alors, on dit que les enfants de Moshok sont qui? On dit que ce sont les Sipsani, Tiras. Or, Tiras, c'est qui aujourd'hui, les Tiras? On dit que Tiras, aujourd'hui, ce sont les Russes. Donc, Méchec, un des descendants de Méchec, ce sont des Russes. Les Russes aujourd'hui, les Russes. À part le Russe, vous avez aussi qui? Vous avez les Posnaniens. Et on donne on va dire la concordance. Ici, c'est le 1199. La correspondance. On va aller cliquer sur cette correspondance, le 11, parce que pour savoir, le Posnanien là, c'est qui? On nous a donné une correspondance ici, une concordance là, ok, que nous allons aller cliquer. On va cliquer sur ça. Et qu'est-ce que nous avons, bien aimés frères et sœurs? C'est le 1199, voilà. Alors le 1199, c'est quoi? C'est les Polonais. Donc, si nous revenons en arrière, donc le Posnanien sont des Polonais. Donc vous voyez que quand on parle des enfants de Méchec ou Moshok, ce sont les Russes, les Polonais. Donc bref, on va dire que ce sont des Slaves, parce que les Polonais, ce sont des Slaves aussi. Donc les Russes, Polonais, ce sont des Slaves. Alors si maintenant nous retournons, maintenant que nous venons de comprendre que Méchec sont des Russes, des Polonais aujourd'hui, donc tourne vers le prince, le chef des Russes, qui est Ngongo, ok,
des Polonais et des Tubal. Alors, qui est Tubal aujourd'hui? On va aller sur Wikipédia. Alors, Tubal, bien aimés frères et sœurs, c'est... Attendez un instant, voilà. Tubal. On dit que Tubal... On va faire ceci. On dit que Tubal est un patriarche biblique, ancêtre des Ibères, donc ancêtre entre parenthèses des Géorgiens. Or, vous vous rappelez, on a vu que la Géorgie, c'est parmi un de 6 pays qui couvrent Mangongo, c'est-à-dire la région du Caucase, c'est-à-dire le Caucase. Vous voyez ça? Et on nous dit que Tubal est l'ancêtre des Géorgiens. Donc c'est un Géorgien. C'est la Géorgie aujourd'hui. Vous comprenez ça? Alors si nous retournons dans Ézéchiel, maintenant ça devient beaucoup plus facile. Donc tourne, donc Benamuntu, tourne ta face vers Ngongo, au pays des Mangongo, ou dans la région des Mangongo qui est le Caucase, vers le prince, le chef de Russes, de Polonais, donc de Slaves, et des Géorgiens, et prophétise contre lui. Vous voyez comment ça devient vraiment magnifique, bien aimés frères et sœurs. Hein? Donc, si nous retournons dans nos notes, vous comprenez maintenant pourquoi je dis ici que, donc, selon Ézéchiel 38, 1 à 6, la Toli nous rapporte que Ngongo, donc Gog, est le nom d'un prince. Mangongo, que vous appelez Magog, c'est la terre ou la région sur laquelle il règne, sur laquelle Ngongo règne. Meshek est une des régions sur laquelle il règne. Donc Ngongo règne sur le russe, sur la Russie, sur le russe, ok, sur les Polonais. On va dire sur les Slaves. En fait, c'est ça un peu le contexte. Donc Ngongo règne sur les Slaves. C'est le prince, le chef des Slaves. Parce que Meshek se réfère aux Slaves. Donc la Russie et la Pologne. Vous voyez ça? Et tout comme Tubal, la Géorgie. Vous voyez ça? Donc ce qui revient à dire que c'est la Russie, donc Ngongo, avec lui de nombreuses nations, qui nous, c'est-à-dire Isolélé, qui nous feront la guerre après le millénium. Parce que Isolélé ne vivra qu'en sécurité pendant le millénium. Le millénium, c'est la période de 1000 ans qui suivra la seconde venue du sauveur d'Isolélé, donc le Messie Israël à Congo, l'archange Michael à Congo, ok, selon Apocalypse, le chapitre 20, le verset 1 à 4, ou le chapitre 20, le verset 7 à 10, que vous pouvez lire à la maison, bien aimés frères et sœurs. Vous voyez ça? C'est la raison pour laquelle j'avais dit ici que, selon la question qui a été posée, cette bête à 2 cornes, ce bélier à 2 cornes, qui est la Russie-Chine, ou, on va dire, l'ours au trident, pardon, l'ours aux dents, aux 3 rangées des dents, pardon, qui est l'axe Russie-Chine-Iran, qu'adviendra-t-il de cette bête après avoir détruit Édom, Babylone, donc les États-Unis plus Israël plus l'Union européenne? Va-t-il demeurer, vous là, après avoir détruit Édom, Babylone? Va-t-il demeurer éternellement après l'avoir détruit? La réponse est non. Non. Parce qu'en réalité, ils vont, c'est-à-dire ce que vous appelez l'ours aux 3 rangées des dents, ou le bélier à 2 cornes, a pour chef ou prince la Russie. Or, la Russie, c'est Ngongo, que vous appelez Gog dans la Bible, qui est le prince ou le chef du Caucase, des Slaves. Bref, c'est-à-dire, on va dire, la Russie, c'est le chef ou le prince du Caucase, des Slaves, de l'Asie mineure, de l'Asie centrale, de l'Asie en général, bref, des Japhétites. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs. Donc, en guise de conclusion, mais avant de conclure, retenez ceci, que pour le moment, parce que beaucoup ne savent pas,
Aujourd'hui, on parle du BRICS, la Russie, la Chine, hein, vraiment attire pas mal de nations dans cette nouvelle organisation qui de plus en plus commence à prendre de l'ampleur. Hein. Et même l'OCS, c'est-à-dire l'Organisation de coopération de Shanghai, où on voit que l'Iran, la Chine, la Russie sont des membres à part entière. Hein. On voit que beaucoup de pays africains, nos frères kamites, ils sont vraiment intéressés. Hein. On voit vraiment l'engouement. Les gens se précipitent vers cette organisation qu'on appelle le BRICS. Vous devez savoir que la Russie, pour le moment, n'a pas encore sorti ses griffes contre les Égyptiens antiques, c'est-à-dire les Kamites de l'Afrique de l'Ouest, et les Hébreux israélites qui sont en Afrique bantoue. Ils n'ont pas encore sorti leurs griffes. Ils sortiront leurs griffes, ce n'est qu'après le millénium, lorsque le diable sera relâché. Et à ce moment-là, comme le diable va perdre son premier peuple, Edom, Babylone, il va encore aller se choisir un autre peuple, c'est-à-dire, il va encore aller entrer, utiliser cette bête qui monte de la terre, ok, cet ours aux 3 rangées des dents, Russie, Chine, Iran, pour venir nous faire la guerre. Nous, le Bénin, Bala, les Hébreux, Israélites authentiques, lorsque nous serons en train de vivre en sécurité. Ils viendront nous faire la guerre. Et c'est à ces moments-là que lorsque vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, tout le chapitre, vous allez voir comment est-ce que Komo dit. Vous allez voir que Komo dit que lorsque ça dit Ngongo, hein, celui-là le prince, hein, Ngongo le prince, le chef de on va dire des Slaves, de l'Asie en général, hein, viendra attaquer son peuple, viendra essayer d'assiéger, détruire son peuple. La colère lui montera jusqu'au niveau de Narine. Et il va détruire Ngongo. Il va détruire cette bête qui monte de la terre à 2 cornes. Hein, ensemble avec lui, une multitude de nations qui sera ensemble avec lui. Congo va tous les détruire. Congo va faire descendre du feu et du soufre comme ce fut à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Donc, bien aimés frères et sœurs, en guise de conclusion, la Russie, ensemble avec de nombreuses nations, est la dernière bête ou nation qui doivent envahir Isolélé après le millénium. Et que Congo va détruire par le feu et le soufre. Ensuite viendra notre règne, le règne éternel des Yankaba, c'est-à-dire le Bantou, par habit de langage. Avec le Messie Isaël à Congo, Mikaël à Congo, notre chef, dans la nouvelle Yerushalayim, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, qui descendra du ciel. Je voulais aussi, avant de terminer, vous révéler d'où vient le mot Russie. Le mot Russie, la Russie. Parce que beaucoup ne le savent pas, même les Édomites, Japhétites ne le savent pas. Regardez, on dit pourquoi la Russie s'appelle-t-elle ainsi, hein? Vous voyez ici, ils disent, attendez un instant, voilà. Voilà. Ils disent que, mais qu'en est-il de la Russie? Tous les historiens s'accordent sur le fait que son nom provient du terme russe. Oui, en réalité, le mot Russie vient du terme rousse ou roche. Parce que souvenez-vous, on va vous révéler un peu un secret là, avant de terminer. Vous voyez ici au verset 2, toujours dans Ézéchiel 38, les versets 1 à 2. Donc, fils de l'homme, Benadi Muntu, tourne ta face vers Gog, vers Ngongo, au pays de Mangongo, vers le prince des roches. En réalité, le mot Russie vient de ce mot-là, roche. Quand vous a déjà révélé la bonne prononciation, c'est pas roche ou rouche, mais c'est Loussi ou Loussé. Bien Roussé ou Roussi, qui signifie le chef, la tête, le guide, le conducteur. Ok?
C'est ça qui a donné le mot Russie aujourd'hui. C'est pour cela qu'on l'appelle le prince. Donc Russie veut dire le chef, le conducteur, le guide, la tête, les devants. Parce que c'est lui le prince des Slaves, le prince de Meshek et Toubal. Et même si vous descendez un peu vers le bas, je crois au verset 6, je crois, vous verrez, on parle même que parmi ce peuple qui s'est joint à cette bête qui monte de la terre, c'est-à-dire à Ngongo, qui est la Russie. Hein? Vous voyez, on parle de Gomer. Et Gomer, pour ceux qui ne savent pas, Gomer, aujourd'hui, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine, ok? On parle de Gomer, on parle de Togorma. Alors, Togorma, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Turquie. C'est aussi comment on appelle ça? La Hongrie, Turquie. En fait, ce sont ces pays, parce qu'on dit ici que Gomer, Togorma, hein, ce sont des pays qui sont à l'extrémité du septentrion. Vous voyez ça? Donc, quand on dit l'extrémité du septentrion, c'est vraiment vers la frontière ouest de la Russie. Donc, la Biélorussie, l'Ukraine. Gomer, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine, c'est la Biélorussie aussi. Et Togorma, c'est la Turquie, c'est la Hongrie, la Bulgarie, donc tous ces pays-là. Vous voyez ça? Donc, Bulgarie, Hongrie, Turquie. Ce sont Togorma. Donc, ce sont ces pays-là qui se joignent à Ngongo, à la Russie, à Ngongo, dans le pays ou dans la région du Caucase. Et tout ce peuple-là aussi sont sortis du Caucase, de cette région-là. Donc, ils ont pour prince la Russie. Et d'ailleurs, quand on parle de l'OCS, c'est-à-dire cette organisation de coopération de Shanghai, parmi ces pays-là, on retrouve la Russie, la Chine et l'Iran. Cette bête, cet ours à toi ranger des dents. Ils sont là, ils sont membres à part entière. Vous voyez ça? Et ces pays, cette organisation regroupe que le pays de l'Asie centrale. Et l'Asie centrale, qui dit Asie centrale, dit cette région-là du Caucase, donc ça dit Mangongo. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs? Donc voilà, c'était ça la révélation d'aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. Alors, les Lucas, à vous tous, de partout vous nous avez suivis. Tonda Bwingi, à tous les Benaïs Solélé, Benambala, de partout vous nous avez suivis, bien aimés frères et sœurs. C'était la révélation d'aujourd'hui. En tout cas, qu'il est là qu'on vous bénisse. Au nom puissant de notre roi et chef, Fumoueto Isaïla Congo. Tonda.